Près de 70 ans après son lancement, c'est l'une des références de la marque à la couronne, si ce n'est la référence. C'est probablement l'une des montres au monde les plus reconnaissables entre toutes, même par celles et ceux qui ne sont pas amateurs de montres. La Rolex Submariner 16610 a été lancée en 1988 et c'est Nicolas qui va nous raconter son histoire personnelle dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Bonjour Nicolas. Bonjour Xavier. Ça va? Ça va très bien. Tu as été l'heureux élu pour être un invité de cette émission. Je te remercie. C'est super. Et alors, est-ce que tu peux nous la montrer? Oui, tout cette à fait. 16610, l'une des montres, l'une des références Submariner qui est restée plus de 20 ans au catalogue. C'est ça, oui. Pendant que tu nous en parles, est-ce que je peux l'essayer? Ah oui, complètement, oui. Oui, je peux? Oui, tout à fait, oui. Alors, tu sais qu'on démarre toujours l'émission par un truc simple. Oui. J'espère que tu n'as pas trop réfléchi ou alors que tu as beaucoup réfléchi. Si tu devais la caractériser par un adjectif, ce serait lequel? Moi, je dirais mythique. Oh! Mythique. Mythique, comme ça. Emblématique. C'est vraiment la montre de plongée par excellence. Tu fais de la plongée? Pas du tout. Ah! Pas du tout, mais... Elle est mythique, mais pas que pour les plongeurs, pour toi aussi. Oui, pour moi, et puis dans le domaine de l'horlogerie, c'est quand même une montre mythique. Je crois que c'est la montre la plus copiée au monde. Et ça, c'est le problème de la réussite. Voilà, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, Rolex est beaucoup copié. Ah oui, énormément. Mais celle-là, elle est énormément copiée. Et pour moi, voilà, c'est un mythe. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Je l'ai depuis un mois, je crois. C'est très récent. Tout nouvel acquéreur. Oui, très récent. Et c'est une acquisition qui a été mûrement réfléchie. Ça fait combien d'années que tu penses à cette Submariner? C'est pas en termes d'années, c'est en termes de mois. En fait, tout a commencé il y a un an, en septembre 2018. Oui. Je suis passé devant une vitrine de boutique rue de Miromesnil. Oui. Et puis là, j'ai vu dans la vitrine une collection de montres de plongée. Alors, j'aime bien les montres de plongée. Puis c'était au moment où je voulais changer de montre. Et puis je m'arrête, je regarde un peu plus près. Puis il y avait l'étiquette avec les références, le prix. Puis là, je vois des prix astronomiques à partir de 6 000 €, 7 000 €. Bien sûr. Puis pour un modèle d'occasion. Pour un modèle d'occasion. Oui. C'était que des modèles d'occasion, moi. Oui. Je regarde un peu plus près, puis je vois Rolex. Alors, je connaissais la marque Rolex, mais pas plus que ça. Oui. C'est vachement bien, les Rolex, montres de plongée Rolex, elles sont quand même pas mal. Et puis voilà, et puis cette image m'est restée dans la tête. Et donc ça correspondait, comme je te disais, à un moment où je voulais changer de montre. Oui. J'avais une Festina à quartz que j'avais achetée il y a un peu plus de 10 ans. Donc une montre moins... déjà beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Quartz, qui te plaisait en termes de design. Qui me plaisait en termes de design à l'époque, c'était un chronographe. Oui. Et ça ne te suffisait pas. Et ça ne me suffisait pas. Et puis je suis rentré dans une boutique toute marque. Et là, j'ai vu une Seiko, une montre de plongée à quartz Seiko, qui ressemblait un petit peu à la Submariner. Bien évident qu'à l'époque, il n'était pas question que j'achète une Rolex. Vous l'avez bien remarqué, tu l'as remarqué aussi. Quand on regarde une Submariner et puis après tout un tas d'autres modèles, chez Seiko, chez Longines et tout un tas d'autres marques, Steinhardt, il y a des plongeuses, il y en a dans tous les sens. Parfois, il faut quand même regarder, évidemment, le logo n'est pas le même, etc. Mais on est sur un cadran noir, une lunette tournante noire, des index horaires en forme de bille, un triangle inversé à 12 heures. Donc parfois, on a un petit peu de mal à différencier toutes ces montres. Donc quand tu as vu cette Seiko, toi, ça t'a rappelé cette Rolex que tu avais vue? Oui, un petit peu. Bon, c'est une montre de plongée qui est plutôt sympa. Bon, c'est vrai, moi j'aime bien le milieu marin, etc. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime bien les montres de plongée. Et donc j'ai acheté cette Seiko. Cette Seiko avait un cadran bleu et une lunette bleue. Et puis il n'y avait que ce modèle dans cette boutique. Et je suis rentré chez moi à Bordeaux. Et là, il y a une boutique Seiko. Et je suis rentré dans la boutique Seiko et j'ai vu la même que celle que j'avais achetée, mais en noir. Ça me rapprochait un peu plus de la Submariner, peut-être inconsciemment. Et donc j'ai changé pour acheter cette montre noire. Puis voilà, mais attends, tu as changé. J'ai changé la bleue pour acheter la noire. Ouais.
La Seiko. La Seiko. Ouais. La Seiko. Oula, t'es sur un mouvement à 3 temps, toi. Voilà. Une Seiko bleue, fond bleu, lunettes bleues. Voilà. Après, tu dis non, en fait, c'est fond noir, lunettes noires. Oui. Ouais, non, mais là, tu avais ton inconscient qui était en train de te jouer un tour. Il te disait, Exactement. souviens-toi de cette montre Miroménine. Et puis bon, j'ai regardé sur Internet, je me suis intéressé à la... Je tape montre de plongée Rolex et puis je tombe sur la Submariner parce que je ne savais pas que c'était des Submariner, je ne connaissais pas du tout ce modèle. Et puis je vois un article dans Le Petit Poussoir, tu dois connaître, Oui. les 5 alternatives à la Submariner. Oui. Et là, en première position, il y avait une Davosa Diverse Black, Davosa, avec un mouvement suisse. Je dis, le mouvement suisse, c'est bien. Alors moi, j'étais sur un mouvement à quartz, mais un mouvement suisse, alors je m'intéresse au mouvement, etc. Le mouvement suisse, c'était un ETA 28-24, tu sais, de la qualité, etc. Super, bien sûr. C'est pas le prix d'une Rolex, mais c'est quand même une belle montre, hein, Bien sûr. qui valait le double de la Seiko. Combien tu l'avais payé, la Seiko? J'ai dû la payer 379 exactement. D'accord. Sans se tromper, vous nous direz un peu là, faites le teaser sur la chaîne là. Tu l'as payé autour de quoi? 5500, 6000 celle-ci? Celle-ci là? Ouais. Ah non, précisément, Ouais. 8700. 8700, ok. Maintenant, c'est ce qu'elle vaut. Hein, Dis donc, tu vois, les prix augmentent. Donc, tu as multiplié par 35 en termes de prix entre ta Seiko et ta Rolex. Oui. C'est à peu près ça. Alors, j'ai revendu la deuxième Seiko au cadran noir pour acheter la Davosa. Oui. Attends, et la bleue de départ, la Seiko, tu l'as revendue? Je l'ai revendue aussi. Ah oui, moi je ne suis pas un collectionneur. Non mais d'accord, donc tu as tout revendu. Mais donc au final, ta Davosa, elle t'a coûté 800 €. Exactement. Donc 8000 € schématiquement la somme, 16610, tu as multiplié par 35 le prix de la Seiko, tu as multiplié par 17 le prix de ta Davosa. Ok, donc continue sur le cheminement, ça nous intéresse. Et puis voilà, et puis alors bon, la Davosa, elle était sympa, alors elle avait tous les codes de la Submariner, hein. C'est vraiment la Sublike la plus fidèle à la Submariner. Alors il y avait deux choses qui me gênaient. La première, c'était une lunette céramique. Une lunette céramique qui est très brillante. Donc sur la Davosa. Sur la Davosa. Ce qui n'est pas le cas de celle-ci, hein, vous le savez. Ce qui n'est pas le cas de celle-ci, mais maintenant c'est le cas des nouvelles Submariner. La 116-610. Et les lunettes céramiques ont un défaut à mon goût, c'est qu'elles sont trop brillantes. Et donc du coup, le noir, il n'est pas noir, il est un peu gris. On a l'impression que la lunette est délavée. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième défaut, enfin, défaut, là tu parles de goût. Enfin, de goût, oui. Okay. De défaut à mon goût. Mais le deuxième problème, c'est le traitement anti-reflet des verres saphir, qu'il n'y a pas chez Rolex. Et je trouve que c'est très bien. Parce que les traitements anti-reflet donnent souvent une couleur bleue. Ils sont bleutés. Et le cadran de la Davosa était bleuté. Donc je me suis retrouvé avec une lunette qui était pas noire, mais un peu grise, et un cadran pas noir mais bleu. Donc puis, à l'usage, ta Davosa, bon, tu la trouvais pas terrible. Tu avais essayé la Rolex déjà à ce moment-là? Non. Non, pas encore? Non. Et puis voilà, et puis je me suis renseigné comment faire retirer ce traitement anti-reflet, et j'ai trouvé un horloger à Paris, à mon avis ça doit être un des seuls à le faire, qui m'a retiré le traitement anti-reflet. Et là, la montre, il n'y avait plus de traitement anti-reflet et le cadran était vraiment noir. Mais bon, voilà, ça restait une Davosa, elle marchait très très bien. Oui, mais qu'est-ce que... Il n'y avait aucun souci. Venons-en à ta Rolex, tu vois. Oui, on ne peut pas dire que tu es un Rolex fan où tu t'es dit, j'ai pas de 16610, j'en ai besoin d'une. Donc tu es venu... très progressivement. Ouais, progressivement, mais au départ quasiment par hasard. Qu'est-ce qui t'embêtait avec cette Davosa? C'est parce que finalement, celle que tu avais vue, ne serait-ce qu'en vitrine, tu ne l'avais même pas touchée. Non. Ça t'avait généré une émotion. C'est qu'est-ce qui fait que finalement, une fois que tu as enlevé le traitement anti-reflet sur la Davosa, tu es quand même allé sur la Submariner? Parce que j'avais toujours cette image de la Submariner en tête et que pour moi, c'était un peu le Graal, mais inaccessible. Je ne vais pas mettre autant d'argent dans une montre. On n'hésite pas à mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros pour changer de voiture. Et dans une montre, ça paraît idiot, mais c'est beaucoup plus difficile. Enfin, en tout cas, me concernant. Oui, non, mais c'est une question d'appréciation du temps. Me concernant, je ne vais pas mettre 8 000 € dans une montre. Après, quand tu achètes une voiture neuve, tu sais que de toute façon, elle va se déprécier jusqu'à ce qu'elle ne vaille plus rien un jour, ce qui n'est pas le cas d'une Submariner. Et alors, en tout cas, pas de la 16610. Bon, moi, je ne m'intéresse pas à la montre plus que ça.
J'ai un petit portefeuille d'actions et puis j'avais fait une plus-value plutôt intéressante. Et je me suis dit, mais finalement, investir dans une montre de collection, c'est intéressant parce que c'est un marché qui n'est absolument pas volatile, contrairement à la bourse. Et pourquoi pas, je mettrais ma plus-value dans la montre que j'ai repérée en achetant une Rolex. Et finalement, j'ai franchi le pas et je ne regrette pas de l'avoir fait. Oui, mais ok. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Donc si tu n'avais pas raconté tout ton cheminement, Seiko, Davosa, Rolex, etc., là on pourrait retenir, vous pourriez retenir, je pense à tort, en fait, tu es un spéculateur de la montre. C'est-à-dire tu t'es dit, je vais investir dans quelque chose qui, à minima, ne me fera pas perdre d'argent, contrairement à une bagnole qui va se déprécier, sauf une voiture de collection, une ancienne. Et c'est pour l'appât financier. On comprend bien que ce n'est pas le cas. Donc pourquoi essaye de me dire pourquoi tu t'es dit, mais non, mais ok, émotionnellement, il se passe quelque chose de plus avec cette Rolex qu'avec tes Seiko, Davosa et précédemment ta Festina. Tu vois, quand tu la portes au poignet. Parce que Rolex... tu te dis pas, elle vaut 40 fois le prix de l'autre. Ah non, pas du tout. Tu vois, t'oublies ça. Ah non, donc tu ressens quoi quand tu la mets? C'est pas du tout pour ça, c'est pas du tout non plus pour la frime en disant, voilà, j'ai une Rolex au poignet. Pas du tout. Je trouve que cette montre, elle est... Bon, déjà, elle est mythique. Bon, ça y fait aussi, hein, mais elle est... moi, je la trouve magnifique. Elle est parfaitement équilibrée, que ce soit en diamètre, que ce soit en épaisseur. Et que voilà, et que c'est vraiment... pour moi, alors, on rentre un petit peu dans le détail. Hein. Donc, c'est une 16610 qui a les cornes trouées. Hein. On peut le voir, vous le voyez sur les images. Je vois qu'elle a une caractéristique, hein, c'est qu'elle est c'est un cadran dit Swiss Only, où il n'y a que Suisse à 6 heures. C'est ça. Alors ça a fait partie de tes critères d'achat. Tu l'as appris après, tu t'en fous? Non. Moi, je suis assez partagé hein, sur toute cette... Ça a fait partie, à dire vrai, j'avais réservé une autre montre qui était beaucoup plus récente, une 16610 de 2006. Oui, donc quelques années avant qu'il passe à la nouvelle version. Voilà. Tu l'as regardé la nouvelle version? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je l'aime pas. La nouvelle version, je l'aime pas parce que d'abord, l'insert de lunettes est en céramique. Ouais, ça on a compris que c'était pas ton truc. C'est pas mon truc. Mais la deuxième chose... le boîtier est beaucoup plus, il a pris l'embonpoint, hein, les cornes sont beaucoup plus carrées, beaucoup plus épaisses, les épaules de remontoir sont beaucoup plus trapues, ce qui fait que même si elles restent dans le même diamètre, on a l'impression que la montre est plus grosse. Et moi, j'aime pas les grosses montres. Vous avez vu, Nicolas, c'est un fin observateur. Enfin, je ne sais pas si je dis ça parce qu'il décrit bien la différence entre le modèle actuel 116-610 et la 16-610, mais ou alors c'est parce que je suis complètement d'accord avec lui. C'est un peu la course à l'armement, hein, ces derniers modèles Submariner. C'est massif, c'est mastoc. C'est presque redevenu ce qu'on pouvait critiquer il y a une vingtaine d'années sur il a la grosse Rolex. En fait, c'est petit comme montre. Une Submariner par rapport aux énormes montres qu'il peut y avoir. Vous l'avez vu sur d'autres épisodes, Royal Oak Offshore, Bell & Ross BR02, des montres énormes, 44-45 mm. Mais avec cet empattement-là et les cornes qui sont beaucoup plus trapues, c'est trop gros. Mais tu aurais pu en acheter une neuve? Enfin, tu aurais pu. Il n'y en a pas des neuves. Non, ça fait partie de la lignée des Submariner qui existent depuis la première, les années 50. Bon, ça a pas mal évolué, etc. Mais ça reste quand même toujours avec la même filiation. Voilà, je reviens sur le cadran Swiss Only. Oui. Quand tu l'as acheté, le vendeur t'a fait le topo de c'est un cadran un peu moins rare, entre guillemets, un peu plus rare que les autres, ou non, c'est moi-même. C'est toi-même. Donc ce que je te disais, c'est que j'avais réservé une 2006 qui n'a pas les cornes percées et qui était Swiss Made, le cadran. Et puis je l'avais réservé et 2-3 jours après, sur Internet, j'ai trouvé celle-ci qui avait les cornes percées. Moi, je la préfère avec les cornes percées parce que là. Donc tu l'as pas acheté dans la boutique de Miroménil? Ah non, pas du tout. Donc tu l'as acheté en ligne? Je l'ai acheté en boutique, mais qui ont un site en ligne. Okay. On peut citer le... si tu veux, mais c'est toi de voir. Hein. C'est Crésus. Ok. Ils ont un site en ligne, je suis allé les voir
Et donc finalement, j'ai changé pour acheter celle-là, qui est de 2000, et donc qui avait les cornes percées. Moi, je préfère les cornes percées, je trouve que c'est plus joli. Oui. Et puis voilà, et puis effectivement, le petit plus, ça peut paraître ridicule, mais c'est le Swiss Only, c'est une petite série de transitions entre le Tritium et le Super Luminova. Faites-moi plaisir en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de ça, hein, parce que la liste est longue quand même d'attributs Rolex où on peut soit se faire plaisir ou se faire une version capillotractée un petit peu de l'univers Rolex. Tout ça, ça a une incidence sur le prix. À tort ou à raison, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. C'est vrai que j'ai dans le tuyau un autre épisode sur une 16610 dont je t'avais parlé, et lui, il a le cadran tritium inférieur à 25, tu vois, donc qui est une montre qui est différente, il a les cornes percées. Dernière question, avant qu'on enchaîne sur la suite. Bon, elle est de 2000, elle est dans un état absolument magnifique, donc elle a été polie. Oui. Tu t'es posé la question, parce que tu sais qu'il y a un grand sujet quand même sur les montres, on va dire anciennes. Est-ce une montre de collection ou non? Dites-nous également en commentaire. Hein. Une collection, si c'est ta collection et tu commences par celle-là, c'en est une. Voilà, même si elle n'est pas spécialement très rare. Il y a quand même un sujet, c'est que plus tu polis une montre, plus tu enlèves de la matière, de l'acier, et elle peut commencer à perdre en valeur. Tu vois, y a un marché pour des montres non polies, tu vois. Donc tu étais conscient de ça, tu t'en fiches complètement? Très honnêtement, je m'en fiche complètement. Bon, il ne faut pas que la montre soit complètement déformée à force d'enlever de la matière. Oui, non, mais là, c'est pas le cas. De toute façon, dans les boutiques de montres de collection, ils les prennent, ils les restaurent, ils les remettent à neuf, entre guillemets, et voilà, ils les polissent légèrement. Oui, mais aujourd'hui, tu as un premium sur le marché pour des montres non polies. Voilà. D'accord, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire. Écoute, Nicolas, merci pour toutes tes sensations et finalement ton entrée dans l'environnement et l'univers Rolex avec cette Submariner 16610. Maintenant, on attaque la séquence souvenir. Alors, j'imagine que c'est pas ta première montre. Du tout. On est un peu de la même génération. Oui. Donc, tu as dû être enfant, tu as dû avoir un jour à prendre l'heure, puisqu'il n'y avait pas d'heure électronique quand on était petit. Tu te souviens de ta première montre ou de tes premiers émois horlogers? Alors, non seulement je me souviens de ma première montre, mais je l'ai amenée. Ah, c'est beau ça, j'adore. Quelle surprise. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux nous faire deviner? Tu veux me faire deviner ou tu nous la montres et puis on en parle? Je peux vous la montrer, c'est plus simple. Allez, c'est parti. Tu penses que je ne vais pas deviner? Vas-y. Alors, donne-moi des critères. C'est une marque française? Alors, c'est une marque, oui, c'est une marque française. Lip? Non. Yema? Du tout. Kelton? Exactement. Pas mal. Kelton, c'est bien. C'est vrai? Donc, quartz à aiguille? Non, c'est une mécanique à aiguille. Tu nous la montres? Oui. C'est parti. Je vais te la montrer. Super. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, elle est ici. Voilà. Oh, dis donc, je ne sais pas si tu es maniaque et tout ça, mais elle est en super état aussi. Alors, c'est ma première montre, mais c'est pas ce modèle-là. C'est un modèle que j'ai acheté sur... Tu l'as racheté, donc tu as cherché ta première montre. J'ai cherché ma première montre, exactement. Et je l'ai trouvée avec un bracelet métallique. Et quand je l'ai eue pour mon entrée en 6e, en fait, c'est mes parents qui m'ont offert pour mon entrée en 6e en 75, septembre 75 précisément. Oui. Elle avait un bracelet noir en plastique ajouré, comme ça. Oui, tropique. Tu sais que ça s'appelle comme ça. Ça se refait maintenant. D'accord. Et en acheter d'époque, c'est très cher, parce que souvent ils ont durci, donc ils tiennent plus. Donc tu peux en acheter des nouveaux, et les anciens, c'est pas facile, ça coûte vraiment très cher. Tu te rends compte quand même que c'est, je vais faire hurler les puristes, attention, mais ça me fait plaisir. On dirait une mini Submariner quand même, c'est-à-dire fond noir, lunettes noires. C'est peut-être ça. C'est l'affiliation. Mon goût pour la montre de plongée vient peut-être de là, parce que moi je l'ai eu, j'avais 10 ans, et avant ça, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des montres. Je peux l'essayer, celle-là aussi? Oui, complètement. Alors, il me semblait que les montres pour enfants, il y avait la Flic-Flac, mais moi je suis d'une génération antérieure à la Flic-Flac. Ouais, c'est ce que... Et il me semble me rappeler qu'on apprenait à lire l'heure sur des montres mécaniques, mais il fallait tourner soi-même les aiguilles. Elles n'étaient pas...
Il fallait tourner les Ah bah aiguilles oui, non, mais et on pouvait dire que c'était des montres d'enfants, C'était un évidemment. objet d'apprentissage. Il n'y Exactement. avait pas de mécanisme dedans. Ah non, il n'y avait pas Comme de ça, mécanisme. tu tournes et là, tu dis 3h10. Voilà. Il me semble que j'avais une montre comme ça, mais alors rien n'est moins sûr. Hein. Mais ma première montre, c'était celle-ci, donc pour mon entrée en 6e. Et je me souviens, j'étais fasciné par la trotteuse, cette trotteuse orange, très orange. Et je la regardais tourner comme ça Eh ben, tu vois, pendant des heures. tu es passé de la 6e à un âge plus avancé, tu étais étanche à 25 mètres. Oui, Et là, avec la Submariner 16610, tu es étanche à 300 mètres. Tu voilà. te rends compte? C'était un vrai progrès. Qu'est-ce que tu fais comme métier, Nicolas? Moi, je suis médecin urgentiste. Ah bah, donc le temps, c'est un sacré sujet, quoi. À chaque fois que... Ah ben, on chaque compte fois pas que- j'ai envie de te répondre, on ne compte pas nos heures. Oui, alors ça, je comprends, mais ça, c'est le sujet du temps de travail. Je parlais de l'urgence au sens, là, on a 1 minute pour pouvoir intervenir. Oui. Tu vois, donc le temps et la capacité à exécuter vite, c'est une des valeurs amenées par l'horlogerie. Exactement, oui. La précision, voilà. Tu sais que pour préparer ces émissions, bien évidemment, je bosse un peu sur le sujet, donc à force, j'ai beaucoup lu sur plein de marques, et j'ai découvert que peut-être que la première montre bracelet Oui. avec une grande seconde, une grande trotteuse, c'est une Omega, et dont le nom s'appelle Omega Medicus. D'accord. Et tu sais pourquoi? Non. Mais parce qu'en fait, à l'époque, il y avait la petite trotteuse toute petite. Oui. Mais pour les besoins de la santé, pour prendre le pouls, la Oui. température, la pression artérielle, les petites secondes, c'est pas pratique. Oui. D'accord? Donc il y avait les chronos à poussoir, et puis Ouais. après il fallait des montres où j'ai ma montre. Voilà, c'est ça, on prend le pouls et on regarde sa montre. Exactement. Tu vois? Donc il y a un vrai sujet entre la santé, la médecine et puis l'horlogerie. C'était en quelle année? De mémoire, c'est entre les deux guerres, dans les années 30-35. Ah, d'accord. Oui. Omega Medicus. Regardez sur Internet, les informations se trouvent assez facilement. Si je me suis trompé, c'est la spontanéité de ce type d'émission. Dernier sujet. Est-ce que tu sais qu'il y a une certification ISO 6425? Tu sais ce qu'elle fait, cette certification? ISO 6425. Dans le monde de l'horlogerie. Non. C'est ce qui fait que tu peux appeler une montre de plongée ou non. Et dans les critères, d'accord. pour être éligible à appeler une montre de plongée, il faut que tu aies une aiguille des minutes qui soit très clairement différente de l'aiguille des heures. Oui. Tu vois qu'elle est très différente. Oui. Il faut que tu aies un compteur de temps, Oui. comme ça, qui te permet sous l'eau de bien D'accord. lire les minutes et de savoir à quel moment tu es plongé et combien il te reste de temps D'accord. dans ta bouteille. Oui. Troisième critère, une aiguille des secondes Oui. très visible, Oui. qui n'est pas là pour te calculer le temps à la seconde, mais pour t'assurer que ta montre marche. D'accord, oui. Tu te rends compte de ça? Et déjà avec ta Kelton Water Resistant 25 mètres que tu as eu en 6e, tu avais déjà tous les attributs d'une montre de plongée. Je ne sais pas si celle-ci est encore étanche ou elle l'a jamais été. Non, celle-ci, c'est possible. Est-ce que tu ne crois pas que c'est le moment de te mettre à la plongée sous-marine? C'est pas mon truc. Moi, je préfère rester sur l'eau. J'aime bien le bateau. Tu regarderas les apnéistes et les apnéistes et les plongeurs plongés avec ta Rolex Submariner. Et puis celle-ci, dans le noir, on ne voit plus rien. Tu sais que c'est un des autres critères pour être appelé montre de plongée. Il faut qu'à 25 cm en obscurité, tu puisses voir les index horaires. Donc il y a besoin de traitement au radium, au tritium, au luminova ou au super luminova. Écoutez, face à ça, quand même, on va être obligé de tester les connaissances de Nicolas sur les montres, l'horlogerie. Tu sais qu'il n'y a pas de règlement, donc ça peut être tout et n'importe quoi comme question. Deux questions. Attention, c'est parti. Alors, lequel des 3 modèles Rolex suivants a été lancé en premier? Réponse A, la Rolex Explorer. Réponse B, la Rolex Daytona. Réponse C, la Rolex Sea Dweller, une autre plongeuse de chez Rolex. A, Explorer, B, Daytona, C, Sea Dweller. Alors je crois que c'est l'Explorer. La Rolex Explorer. Tu crois? T'es sûr?
Tu sens bien. J'en suis pas sûr, mais Oui, je pense que oui, c'est ça. ça. Avec c'est la ça. Paname, c'est ça Alors non, ça c'est la GMT. Ah, c'est la Parce GMT. que là, oui, mais bon, c'est pas grave. Mais Explorer et Submariner quasiment lancés en même temps en 1953. Oui. Je pense que l'Explorer, vous me direz en commentaire, a été lancé un peu avant, puisque somme toute, bon, l'Explorer, c'est une dérivée du Oyster perpétuel, c'est l'alpinisme. C'est ça, c'est l'alpinisme l'Himalaya, qui monte sur l'Everest. Exactement. L'Everest, oui, c'est Voilà. ça, ouais. Mais tu sais que la petite histoire quand même, c'est que, certes, il avait, on va dire, ce qu'on pourrait qualifier d'un prototype qui est devenu l'Explorer après, mais il n'avait pas forcément que cette montre-là au poignet. D'accord. Il y a des traces. Encore une fois, si c'est n'importe quoi ce que je vous raconte, vous le mettez en commentaire. Mais toute l'équipe de l'époque, Hilary et son équipe, équipe pakistanaise, ils avaient aussi des montres anglaises Smith B9. Voilà, maintenant c'est Rolex qui a surfé sur ça. C'est normal, ils ont sponsorisé toutes les grandes conquêtes humaines d'une façon ou d'une autre et l'horlogerie a contribué à beaucoup des exploits sur la planète. Eh bien, tu mènes 1-0, Nicolas, bravo. Alors là, on va aller dans la bande dessinée. Oui. Ou en tout cas dans les personnages humoristiques. Cherchez l'intrus parmi ces 3 surnoms de Submariner. Réponse A, Snoopy. Réponse B, Smurf. Je ne sais pas si tu parles anglais, mais Smurf, c'est le célèbre Schtroumpf de Peyo, qui est décédé il y a quelques années. Réponse C, Kermit, comme Kermit la grenouille. Donc sur ces 3 noms, il y en a un qui n'est pas du tout le surnom d'une Submariner. Snoopy, Smurf, Kermit. Alors, je n'ai pas la réponse, donc je vais répondre tout à fait au hasard. La première, Snoopy. C'est beau le hasard quand il est bon comme ça, tu as raison. Snoopy, c'est pour plein de raisons, mais c'est le surnom d'une Omega Speedmaster. D'accord. En 1962-63 de mémoire, la première fusée Apollo explose sur son pas de tir, c'est le drame. À la NASA, comment remonter l'équipe des astronautes, des préparateurs, des industriels qui travaillent sur le projet Apollo, qui a amené à l'homme qui marche sur la Lune, et ben on va utiliser un personnage de bande dessinée, Snoopy et Bobby Brown. Et donc c'est un peu le surnom de la Speedmaster. Tu as entièrement raison, mais alors la Smurf, c'est laquelle? On en a parlé tout à l'heure en fait de la Smurf, quasiment. Je ne sais plus. Tu ne sais pas? Non. En fait, on n'en a pas parlé, mais on était très proches. La Smurf, c'est la Submariner, fond bleu, lunettes bleues, d'accord, oui. en or gris. D'accord, oui. D'accord? D'accord, oui. Elle est assez éloignée de la Seiko dont tu parlais, parce que là, en or gris, elle est à plus de 30 000 € neuve, c'est ça. Mais comme il n'y en a pas dans le réseau, vous ne pouvez pas la voir. Kermit, c'est celle qui a été lancée pour le 50e anniversaire de la Submariner. Avec la 2003, lunette verte. Lunette verte, fond noir, qui s'appelle Kermit. Je pensais que c'était la Hulk. Non, la Hulk. La Hulk, vous me direz si vous êtes d'accord, la Hulk, c'est fond vert, lunette verte. D'accord, oui. Okay. Voilà, ces 2 modèles sont globalement pas trouvables. Bonne chance à ceux qui veulent le faire. La Kermit a été produite pendant 2 ans et elle est entre 16 et 18 000 €, la Kermit. Tu vois? Donc c'est quand même très sensiblement plus élevé que la tienne. La noire, lunette noire, elle n'est pas trouvable non plus là, en boutique. Laquelle? Oui, la neuve. Oui, mais neuve. ça, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Vous voulez une Rolex neuve? Il n'y en a pas. Ça se mérite. Démerdez-vous. Voilà, on achètera une Kelton la prochaine fois. Écoute, on n'en a pas fini, Nicolas. Là, le sujet, c'est... donc, tu es passé de Kelton à Festina à Rolex Submariner. Il y en a eu d'autres avant, mais oui. Ouais, mais parlons de l'avenir. Est-ce que tu vas être très honnête. Maintenant, là, tu t'es dit, la bourse, c'est pas mal, mais finalement, why not être ça a été le phénomène passion, déclencheur. Il ne faut pas que les gens pensent que j'ai fait ça pour la spéculation. Mais on a bien compris, pour moi, il n'y a pas de doute. Mais tu t'es rendu compte Vous allez comprendre la réponse que je vais tu donner. n'allais pas perdre d'argent avec ça. Oui. Tu t'en es rendu compte. Ah oui, non, mais j'en suis parfaitement conscient. Donc là, il y a un autre modèle qui te gratouille? Eh bien, pas du tout. Waouh! Pas du tout. C'est vraiment, je suis passionné par ce modèle, par cette montre-là. Et voilà, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Mais aucun autre modèle me fait envie. Et j'ai envie de dire, c'est mon dernier modèle de montre. C'est beau ça. Donc je vais la garder jusqu'à la fin de mes jours. Oui. Et elle sera transmise. Alors sache, je te rejoins sur cette logique de transmission. D'accord? Oui. Là où je me permets de te challenger, puisque c'est le propre de cette émission, ça c'est ton point de vue aujourd'hui. Donc ma question pour toi, donc ça veut dire que là aujourd'hui,
En fait, tu es comblé. Je suis comblé. Avec ta montre. Tu t'es dit, j'ai atteint le Graal. Voilà, c'est le Graal. C'est le Graal et j'ai envie de rien d'autre, en termes d'horlogerie, évidemment. Voilà, d'accord. Mais ça va changer. J'en suis sûr. Peut-être. Et qu'est-ce qui ferait... Mais au jour d'aujourd'hui, j'en ai pas envie. Ouais, mais qu'est-ce qui ferait, d'après toi, que ça va changer? Parce que souviens-toi, tu avais une Festina. On n'a rien contre Festina, hein, on aime le vélo. Bon, ok, elle n'est pas terrible cette blague. C'est en passant dans une boutique de façon un peu impromptue, au hasard, tu vois, tu n'étais pas Rolex, tu n'étais pas ton truc, peu importe, tu vois. Et tout d'un coup, ça t'a fait mûrir en passant de montres, on va dire, très très entrée de gamme à une montre clairement de luxe. Tu vois bien qu'il ne faut pas grand-chose pour que les avis changent. Oui. Et qu'est-ce qui ferait que tu changerais? Tu as le droit de me confirmer, rien mon capitaine, hein? Non, mais oui, c'est ça, c'est rien mon capitaine. Rien mon capitaine? Rien mon capitaine. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Encore une fois, voilà, c'est toujours, on est sûr de rien. Mais au jour d'aujourd'hui, non, pas du tout. Eh bien écoutez, voilà un homme comblé. Merci beaucoup Nicolas pour cet épisode de Petite Montre entre amis. Si vous aussi vous avez envie de participer, vous m'envoyez un email sur contact@dialysis.fr. Vous faites comme Nicolas, très simplement, un email, une référence, quelques photos, des éléments d'information sur ce que vous avez envie de raconter. Et puis si vous êtes retenu, eh bien, vous viendrez assis à côté de moi pour produire un nouvel épisode. Allez, à bientôt. Au revoir.